Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes, tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible, vécu de l'intérieur. Eh bien, bonjour, bienvenue sur le podcast Expérienceur. Comment rendre visible l'invisible. Aujourd'hui, avec nous, on a Morgane. Je suis ravie, Morgane, de t'avoir. On s'est rencontrés il y a quelques années, mais je te remercie profondément pour ta disponibilité et tu vas nous raconter un petit peu tes expériences d'état de conscience modifié. Mais déjà, avant de commencer, peut-être, est-ce que tu peux nous dire qui était Morgane enfant? Oh, qui était Morgane enfant? D'accord, intéressant. Alors, qui était Morgane enfant? Morgane enfant, elle était assez anxieuse et insécure, aînée de quatre enfants et très croyante, qui allait souvent à l'école, après l'école, à l'église pour allumer un petit cierge et puis parler à Dieu. Assez peur des hommes, globalement, principalement éduquée par ma mère et puis ma grand-mère et ma marraine, donc un environnement très très féminin. Je suis donc l'aînée de quatre enfants et ma sœur a 5 ans de moins que moi. Donc les 5 premières années de ma vie, j'étais fille unique, ce qui, je pense, a conditionné beaucoup de choses chez moi aussi, où j'ai pu vivre les deux aspects à la fois de la vie de fille unique et à la fois la vie d'une grande fratrie, vu qu'on est quatre. Et j'ai grandi en Valais les 5 premières années de ma vie et je suis arrivée à Lausanne, donc en Suisse, à partir de 5 ans et j'y suis restée jusqu'à 21 ans. J'ai vécu une forme de déracinement quand même, je pense, en quittant le Valais et toute ma famille qui était là-bas et en arrivant à Lausanne à 5 ans alors que je connaissais personne avec ma petite sœur qui venait de naître. Donc ça a été un petit peu compliqué. Donc assez craintive comme enfant, quelques difficultés à l'école. Je comprenais pas trop ce qu'on attendait de moi. Il m'a fallu du temps un peu pour donner du sens à toute cette institution. Et je crois que je n'y ai jamais vraiment donné du sens au final, quoi qu'il en soit, mais c'est un autre débat. Et ouais, ça a été le cas jusqu'à mes 12 13 ans, je pense. Et puis, à 12 13 ans, il y a eu un grand switch dans ma vie, le passage à l'adolescence. Tu veux que je l'aborde maintenant? Si tu as envie, oui, vas-y. D'accord. Donc, à 12 13 ans, je ne sais pas exactement expliquer ce qui s'est passé. C'est peut-être simplement les hormones. Mais il y a eu un revirement total où de petite fille croyante, un peu naïve et insécure, je suis devenue l'ado un peu rebelle, nihiliste, qui a eu l'impression qu'on lui avait menti en fait toute son enfance, que Dieu n'existait pas, que tout ça n'était qu'un mensonge, que je m'étais laissée embobiner et j'en voulais beaucoup au monde autour de moi de ce métro boulot dodo dans lequel tout le monde s'inscrivait et je les voyais vraiment comme des moutons exécutant des tâches dans un non-sens total en me disant mais de toute manière on va mourir donc pourquoi ces gens se lèvent-ils le matin? Donc une grande grande détresse existentielle qui n'a pas vraiment trouvé d'écho dans le monde. Mes parents sont dans le milieu médical, mon père est cardiologue et ma mère infirmière. Et quand je partageais un peu ma détresse, on me répondait, mais enfin Morgane, il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Comment oses-tu être malheureuse sur des considérations aussi futiles? Sois heureuse de tout ce que tu es tellement privilégiée. Simplement qu'ils ne comprenaient pas que l'idée que les enfants mouraient de faim en Afrique accentuait encore plus ma détresse et ne la résolvait absolument pas et ne l'allégeait encore moins. Donc c'était vraiment une problématique autour du sens. Et donc, j'ai beaucoup pensé au suicide durant cette période, entre 13 et 15 ans, je dirais. Ça me semblait la seule issue logique et cohérente à tout ça. J'en ai beaucoup voulu à mes parents de me donner la vie, de m'avoir imposé la vie. Euh,
Et à 15 ans, un matin, je me suis réveillée et j'ai décidé de renoncer au suicide à une seule condition, c'est que j'allais passer ma vie à rechercher le pourquoi de l'existence. Donc la quête existentielle allait devenir ma raison d'être et ma justification existentielle, la raison pour laquelle j'allais me lever le matin. Donc je réalisais pas à l'époque que c'était une sacrée mission de vie que je me mettais sur les épaules à ce moment-là. Et ouais, c'est là que le chemin a commencé pour moi de ces explorations qui a ouvert sur Plein d'autres plein choses, d'autres ouais, plein d'autres expériences. choses. Ouais, ouais. Et donc, tu as 20 ans, tu es étudiante à l'université de Fribourg, quelques années plus tard, c'est ça, Mhm, l'université de mhm. psychologie. Et puis, Bah, tu j'étais à 20 ans, j'étais à Neuchâtel, mais ouais, étais à Neuchâtel, ok. Et c'est là que tu as assisté à une conférence de Jérémy Narby. exactement, Ok, hein. exactement. Déjà, pour ceux qui connaissent pas, qui est Jérémy Narby? Alors, Jérémy Nerby, c'est un anthropologue suisse, il me semble, ou français, je suis plus sûre, qui a beaucoup travaillé sur les médecines amazoniennes et les tribus d'Amazonie, avec l'idée d'apporter un regard scientifique sur notamment la prise d'ayahuasca et autres plantes médecines, et essayer de comprendre avec nos outils occidentaux ce qui se passe et les processus de transformation qui peuvent s'ouvrir grâce à cette sagesse ancestrale. Ok, et ça va t'emmener sur un très très long parcours. Mhm, mhm, Est-ce que tu peux nous partager, voilà, qu'est-ce qui s'est passé après? mhm. Oui, alors déjà, moi, c'est le voyage qui m'a ouvert beaucoup de choses de manière générale. Et j'ai notamment voyagé au Pérou, au Népal, au Burkina Faso, en Mongolie, enfin des pays où spirituellement, l'Inde, plusieurs fois, des pays spirituellement chargés. Et déjà là, mon nihilisme a commencé à être un petit peu mis à mal. Et où je me suis dit à cette époque que peut-être l'agnosticisme était une posture un peu plus sage, plus réaliste, avec déjà les expériences assez extraordinaires que j'étais amenée à voir et à vivre au cours de mes voyages, où il n'y avait pas d'explication rationnelle à ce dont j'étais témoin. Et puis, effectivement, lors de cette conférence avec Jérémy Nerby, il nous présente la plante médecine de l'ayahuasca et il nous dit cette plante détient tout le savoir de l'existence et c'est la plante maîtresse qui enseigne et qui donne notamment aussi énormément de médecine et puis de remèdes aux curanderos et aux chamans en leur disant quelle plante utiliser pour quel mot, etc. Donc, quand j'entends parler de l'ayahuasca la première fois, moi qui étais dans cette justification existentielle de me dire que j'allais tout faire pour savoir pourquoi est-ce que nous existions, je sais qu'un jour ou l'autre, il allait falloir aller à la découverte de cette plante. Mais à 21 ans, j'avoue que quand j'ai entendu exactement ce dont il s'agissait, je me suis dit, ah, peut-être pas y aller tout de suite, tout de suite. On va prendre un peu le temps avant de se lancer là-dessus. Et c'est pour ça que d'abord, j'ai été par des voies, entre guillemets, plus douces, où j'ai commencé par la méditation Vipassana, que j'ai rencontré pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Après ouais, méditation. Et dans le voyage, j'ai fait de nombreux treks aussi, ce qui étaient des expériences très spirituelles sous certains aspects. Où j'ai pu rencontrer la mort sur la route une ou deux fois à 100 000 mètres d'altitude, presque tombée d'un pierrier dans le vide total. Enfin, voilà aussi, c'était des expériences de mort imminente sans avoir eu la mort clinique, mais où vraiment, de par la projection, j'ai trouvé cet état où j'étais prête à renoncer à la vie et à accepter si ça devait s'arrêter ici. Et justement, pendant un trek au Népal, juste après avoir vécu cette expérience où j'ai failli tomber d'un pierrier, descendait de la montagne un Toulousain qui venait de finir Vipassana à Pokhara, au Népal. Et du coup, on fait connaissance à cet endroit-là. Je lui explique ce qui vient de m'arriver. Lui, il me raconte qu'il sort de Vipassana et il se trouve qu'il avait plusieurs fois rencontré l'ayahuasca, notamment en Suisse, avec des chamans qui venaient en Suisse proposer la médecine.
Et donc, à 100 000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya, au Népal, j'ai reçu le contact qui allait m'ouvrir les portes de l'ayahuasca pour la première fois. Et là, j'avais quoi, 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Donc, on est 2, 3 ans après la première fois où j'ai entendu parler de cette médecine. Et, euh, et donc là, voilà, j'ai su que le signe que j'attendais m'avait été donné et que j'allais aller toquer à cette porte-là. Parce que, oui, j'étais en année sabbatique. À ce moment-là, on parlait de l'institution avant. J'avais besoin de couper avec le monde universitaire et puis d'aller sur la route pour continuer cette quête parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose de très anesthésiant sur les bancs universitaires où mes questionnements s'éteignaient, où il y avait plus cette même énergie vitale en moi, cette même force de questionnement, de recherche et d'ouverture et de curiosité sur le monde. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée au Népal en janvier 2015. Ouais. À essayer de trouver ce pourquoi. Et la voie bouddhiste, la voie monastique à 21 ans, c'était aussi ouverte à moi comme une possibilité. D'où le fait que j'ai commencé par la méditation en me disant que peut-être dans un monastère au sommet de l'Himalaya, à manger du riz tous les jours, j'obtiendrai les réponses que je m'étais promise de trouver alors que j'avais 15 ans. Et donc quelques mois plus tard, eh bien, je me retrouve en Suisse pour ma première cérémonie d'ayahuasca. Alors que je rentrais du Pérou, je crois bien, ouais, je rentrais du Pérou quelques mois auparavant et j'ai pas voulu faire cette expérience au Pérou. C'était important pour moi de la faire en Suisse parce que au Pérou, il y a déjà un grand business autour de l'ayahuasca. Un peu partout à Cusco, on peut voir des panneaux qui disent ayahuasca trip, cheap, cheap. Bon, j'ai pas forcément envie d'un cheap ayahuasca trip, ça me parle pas forcément pour commencer. Et bien sûr, si on a un bon contact, c'est autre chose, mais personnellement, j'en avais pas. Ça, c'était la première raison pour laquelle je voulais pas faire ça au Pérou. Et la deuxième raison, enfin, il y en a plusieurs, c'est que je me voyais mal prendre une substance psychédélique qui allait me mettre dans un état totalement modifié de conscience et qu'on me parle en quechua. Je crois que le français me rassurait un petit peu quand même par rapport à ça. Et une autre raison, c'était la nature environnante, où je savais que ça allait ouvrir sur des mondes beaucoup plus subtils et invisibles et que j'avais besoin d'être dans un milieu connu par mon système. Donc, une petite cabane à la vallée de Joux avec des sapins autour et une odeur de fondue, ça me rassurait un petit peu pour aller explorer ces mondes-là plutôt que la jungle sauvage et toutes les Hmm, entités péruviennes qu'il pouvait y avoir ouais. autour. D'autant plus qu'en Suisse, hein, bah, on verra ça peut-être plus tard, mais c'est très encadré, c'est utilisé à visée thérapeutique, ce qui n'est pas encore le cas en France, hein. Je crois que la Suisse, elle a été un des premiers pays à réouvrir ce côté thérapeutique, hein. Donc, ok, ok. Alors, je suis pas sûre que l'ayahuasca soit utilisé à visée thérapeutique. Je sais que le LSD ou... ouais, mais l'ayahuasca, c'est encore, il me semble, une zone grise où il n'y a pas une législation extrêmement claire sur ce plan-là. Ce qui fait que c'est encore possible aujourd'hui de vivre des cérémonies en Suisse. Parce qu'en France, ce n'est pas le cas, c'est illégal sur le territoire français. Ouais. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe suite à ça? Grande aventure. Donc, suite à ça, je me retrouve dans une petite cabane à la vallée de Joux où on est je sais pas, une quinzaine, je pense, ou une douzaine, je me souviens plus très bien maintenant. Prêt à partir pour ce grand voyage. J'ai fait une diète pendant 10 jours auparavant afin de préparer le corps. On évite tout ce qui est désintoxicant, donc pas de tabac, pas d'alcool, pas de sexe, pas de sel, pas d'épices. On essaye de manger principalement des légumes cuits à la vapeur, de manière à ce que le corps soit le plus prêt possible à recevoir cette médecine. 24 heures avant, on jeûne. Et puis, arrivé sur place, commence d'abord un entretien avec le chaman pour discuter de l'intention qui nous amène à cette cérémonie. Donc moi, mon intention, ça, c'était très humblement de découvrir le pourquoi de l'existence. Faire attention à ce qu'on souhaite.
Il y a une phrase de Jacques Salomé que j'aime beaucoup qui dit le plus dur dans la quête de la vérité, c'est que parfois on la trouve. Mhm. Donc moi, je pars avec cette intention-là, et puis après commence la purge au tabac. C'est absolument horrible. Ouais. Donc à jeun, on se retrouve à boire une tasse de décoction de tabac très mauvaise, et ensuite il faut en 10 minutes boire 3 litres d'eau d'un coup pour vomir le plus possible, parce qu'en plus on ne le vomit pas entièrement, comme ça a été mon cas, on garde cette décoction dans l'estomac. Pardon, j'ai des relents de de penser ça. Ça a été vraiment traumatique pour mon corps, je crois, cette phase. Ah, donc, purge de tabac, 3 litres d'eau à vomir dans un seau gaiement, les 15 ensemble dans notre petite hutte d'alpage. Et puis après commence la cérémonie où on a donc un chaman et puis 4 curanderos qui nous accompagnent avec des icaros, donc les chants sacrés. Et ça dure toute la nuit. Donc je crois qu'on boit le breuvage vers 21h, 22h et la cérémonie se clôture vers 5-6 heures du matin, quelque chose comme ça. Et là, oui, ça a été un sacré voyage, effectivement, un très grand voyage. Ce qui s'est passé, c'est que pour commencer, l'ayahuasca m'a fait vivre la grande histoire d'amour que j'ai jamais pu vivre quand j'avais 15 ans ou 13 ans. Parce qu'à 13 ans, en parallèle de ma grande crise existentielle, j'étais tombée très amoureuse de Johan. Johan qui était un peu plus âgé, qui était amoureux de Julie. Alors, c'est là où j'ai découvert la compersion et le souhait d'être heureuse pour lui, indépendamment de mon implication dans son bonheur. Et donc, l'ayahuasca m'a fait vivre cette grande histoire d'amour pour commencer. C'était merveilleux. Moi, j'étais au 7e ciel, je gazouillais dans mon coin, c'était magnifique. Et après un temps, elle me dit, voilà, maintenant tu l'as vécu, tu y renonces. J'ai dit, comment ça, j'y renonce? Non, non, j'y renonce pas. Non, non, tu veux pas y renoncer? Bah, je te l'enlève et je vais t'enlever tout ce qui te tient à cœur. Donc là, ça a été un énorme dépouillement. D'abord, elle m'arrache mon grand amour et ensuite, elle me fait apparaître devant mes yeux plein de scènes de ma vie, passé, présent et futur. Je me vois en train de discuter avec ma mère sur la terrasse. Je me vois dans une maison de hobbit que j'aurais construite. Je me vois à l'université de Neuchâtel. Je me vois avec ma meilleure amie. Et chaque image m'est présentée et arrachée, présentée et arrachée. Et le message, c'est ça ne t'appartient plus, ça ne t'appartient plus, ça ne t'appartient plus. Jusqu'à ce que je me retrouve une petite âme toute nue dans le cosmos, avec des sons, des lumières, des couleurs que j'arrivais pas à identifier, je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, pendant toute ma phase nihiliste, j'avais le grand espoir que la mort soit le néant et que je puisse dormir ad aeternam. Et je justifiais le fait de me lever le matin en me disant, tu finiras par mourir, donc lève-toi. Et puis après, ce sera fini. Simplement que là, l'ayahuasca m'a montré, non, non, mais en fait, la mort, c'est pas la fin, c'est niveau 2 du jeu vidéo. C'est encore plus complexe en vrai. Oui, d'accord. Donc j'avais un mantra qui m'a accompagnée pendant toute la cérémonie. C'était d'accord, j'observe, j'accepte et je te suis reconnaissante. Je vais mourir, d'accord, j'accepte, j'observe et je te suis reconnaissante. Je le chantais pendant toute la nuit. Et les curanderos se moquaient un peu de moi en disant non, Morgane, tu vas pas mourir. Je dis, mais je suis en train de mourir, vous êtes idiot, vous voulez pas appeler des ambulances, vous voyez bien, je ne vais jamais revenir, c'est fini, je quitte ce monde. Non, non, je te jure, ça va aller. Ouais, donc c'était très très compliqué et je me souviens que sur le moment je me disais bon bah je ne retrouverai pas cette vie, je ne retrouverai pas l'usage de la parole, mon corps n'existait plus à ce moment-là, j'étais juste une espèce de flaque parce que j'ai fait que vomir toute la nuit dans les dreads de mon voisin à droite. Il m'a remercié au matin en disant qu'on avait fait un très beau voyage, bon j'étais heureuse qu'il n'ait pas pris plus mal que ça. Mais sur le moment, mon corps n'existait plus, j'étais juste une énorme flaque et je savais que je reviendrais pas, que je retrouverais plus l'usage de la parole non plus parce qu'on parlait une autre langue, évidemment. Tout à coup, on a tous une langue commune qu'on connaît parfaitement, mais que je serais incapable de retranscrire ici et maintenant. Mais sur le moment, c'était juste de l'ordre de l'évidence. Et donc, ouais, une autre forme de mort que j'ai pu expérimenter à travers ce voyage-là, dont je suis effectivement revenue. Ils n'avaient pas tout tort au final. Je ne suis pas... Une partie de moi est probablement morte cette nuit-là, mais en tout cas, mon corps physique et puis Morgane Marty, tel que tout le monde la reconnaissait, était toujours parmi nous. Mais ça a été extrêmement difficile à intégrer.
sur un plan paradigmatique, existentiel, parce que c'est venu tout chambouler, en fait, toute la justification existentielle que j'avais construite depuis mes 13 ans. J'arrivais plus à lui donner du sens parce que j'avais fait l'expérience d'une réalité au-delà de la mort et je pouvais donc plus simplement dire la mort c'est le néant, la vie n'a pas de sens, métro, boulot, dodo, à quoi bon? Et en même temps, j'avais pas du tout cette sensation de ah, ce monde méconnu, je suis à l'aise là-dedans, je suis en sécurité. C'était pour moi tout un nouveau monde. Et depuis, j'avais beaucoup de peine à voir les nouveau-nés, par exemple, qui ont ces grands yeux face à nous, qui leur faisons des petits gazouillis en me disant, mais mon Dieu, vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de vivre? Ils ont quitté leur maison, enfin, leur sécurité, ils se retrouvent au milieu de nous, qui leur faisons des grands sourires. Enfin, mais c'est qui ceux-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et ouais, ça a été extrêmement compliqué en fait de retrouver un équilibre. Donc après la cérémonie, les mois qui ont suivi, les années Les peut-être, années qui ont voilà, qu'est-ce qui suivi. se passe après? Finalement, tu te retrouves encore est-ce que je peux dire en pleine crise identitaire? Ouais, totalement. Identitaire, enfin, je sais pas si c'est identitaire parce que la question n'a jamais vraiment été qui suis-je moi, mais qu'est-ce que l'existence globale en général? Pourquoi la vie en fait? Et là, effectivement, moi qui avais embrassé tout l'aspect absurde, camusien de la vie n'a pas de sens, alors acceptons-le joyeusement et puis amusons-nous jusqu'à ce que la mort nous en libère. Tout à coup, il y avait tout un paradigme bien plus complexe qui m'était ouvert. Et avec le chamanisme, ce qui a été très compliqué pour moi, en fait, c'était tous ces nouveaux dogmes. Et en l'occurrence, je suis entrée en relation avec un des curanderos qui était là cette nuit-là, qui m'a accompagnée aussi dans ce processus d'intégration et qui me partageait son savoir, sa philosophie, ses connaissances. Et dans le chamanisme, il y a tout à coup bah, les notions d'entité, les notions d'égrégore, euh, enfin, toute cette langue à laquelle j'avais eu accès, toutes les figures mythologiques, le serpent, les symboles, enfin, tout un monde en fait à apprendre, les différentes couches de l'astral. Enfin, moi, j'étais pas du tout familière avec toutes ces notions-là. Et c'était beaucoup trop complexe euh, à intégrer d'un seul coup, en fait. C'est vraiment comme si on était lâché au milieu d'une culture, d'un pays, d'un climat qui est totalement inconnu au nôtre et il n'y a aucun filet auquel s'accrocher pour créer des ponts et se dire, bon, moi je pars de là, parce que faire un pont entre le nihilisme absurdiste camusien et puis le chamanisme spirituel, ésotérique et avec toutes ces notions, enfin, c'était extrêmement, extrêmement difficile. Et donc, j'ai commencé par essayer de m'ouvrir un peu à ça, de comprendre. Et puis, très vite, en fait, j'ai fait un rejet, un rejet total où j'ai voulu tout refouler et ne plus du tout considérer ces réalités et m'accrocher très fort à mon nihilisme. En me disant, non, non, mais je savais que le nihilisme était fonctionnel. C'est la seule chose dont je puisse être sûre. Donc, je le maintiens. Et vraiment, je le tournais comme un disque rayé et c'était dur parce qu'en moi, quelque chose s'était actualisé, mais qui était bien trop complexe pour que je puisse l'intégrer. Ce qui fait que j'essayais de m'accrocher à ce qui était ma sécurité avant, mais qui était obsolète d'une certaine manière. Donc là, pendant quelques années, ça a été très compliqué et c'est une année après ça que j'ai encore vécu une autre forme d'expérience extraordinaire lors d'un partage avec un partenaire où je suis partie dans une transe, une possession qui est venue ajouter encore d'autres dimensions de complexité parce que là, il n'y avait même pas l'induction d'une substance, ça s'était fait pendant un acte sexuel et où ça rajoutait encore une couche d'incompréhension. Et là aussi, j'ai voulu le mettre sous le tapis, mais ça commençait à faire un sacré gros tapis, un éléphant un peu sous le tapis comme ça. Qui fait que ouais, c'était vraiment pas évident de continuer à nier, et à refouler, et à rejeter toutes ces dimensions-là. Est-ce que tu peux un peu développer cet état de transe durant cet acte sexuel? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc cet état de transe que j'ai vécu pendant un acte sexuel, c'était en Géorgie, à Tbilissi. Et je crois aussi que le facteur du voyage a joué un rôle là-dedans parce que ça faisait
une dizaine de jours que j'étais partie en trek avec mon partenaire. On s'était perdu dans les montagnes. On avait vécu des expériences aussi la nuit, à entendre des bruits très particuliers ou à entendre des loups hurler à la lune à des moments très clés. Et donc, il y avait eu une accumulation de beaucoup de choses, déjà d'extrasensorialité, extrasensibilité sur plein de plans subtils qui s'étaient ouverts. Et là, ce jour-là, c'était quelques jours avant qu'on quitte la Géorgie. On faisait l'amour et il a fait un mouvement particulier qui a déclenché une transe en moi. Donc ton Euh, corps s'est mis à trembler. oui, et surtout, enfin, oui, mon corps tremblait, mes yeux sont partis de l'autre côté. Et là, Morgane n'existait plus. J'arrivais plus à accéder à mon moi identitaire et j'avais des visions extrêmement fortes. Je voyais une femme en train de brûler sur un bûcher. Je me voyais comme étant cette femme. Je voyais des loups aussi et je voyais du sang. C'était les trois éléments visuels. Et au niveau corporel, je sentais mes doigts se durcir comme si tout à coup mes ongles devenaient des griffes. Je sentais mes crocs, mes canines devenir crocs dans ma bouche. Et j'avais un mot qui me tapait dans les oreilles, c'était détruire, 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 détruire. Et je crois que c'est le masculin que je voulais détruire à ce moment-là. J'avais envie de déchirer la peau de mon partenaire au niveau du dos. Et j'ai dû faire tout mon possible pour me retenir. C'est une transe qui a duré 20 minutes. Mon partenaire a dû me mettre sous la douche froide pour que je revienne et que je sorte de cet état de transe. Et là, oui, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais devenir folle, en fait. Et j'avais de nouveau pas les clés pour comprendre de quoi ça me parlait. Et quand j'en parlais autour de moi, j'avais plein de réponses du style c'est une de tes vies antérieures, du style c'est une entité qui s'est accrochée à toi, c'est dans tes gènes, c'est tes ancêtres. Et je voyais qu'avec chacune de ces explications venait une croyance à laquelle on me demandait d'adhérer. Et en fait, c'est peut-être lié à mon enfance et au fait que j'ai été très croyante dans l'enfance et que j'ai eu l'impression qu'on m'avait menti. Et du coup, j'ai eu cette réaction un peu allergique dès que j'entendais quelque chose de dogmatique. Je suis là, non, je veux pas, arrête avec ton système dogmatique. Ça vient pas répondre à pourquoi j'expérimente ça, en fait. Ok. Et Mhm. qu'est-ce qui t'a... comment tu as réussi finalement à intégrer tout ça? Donc tout à l'heure tu parlais de plusieurs années pour intégrer toutes ces expériences. Mhm. Et entre-temps, tu as fait tes études de psychologue, tu es Oui, devenu psychologue. oui. Donc qu'est-ce qui t'a, justement, peut-être, bon, tu étais déjà plus ou moins sur ce chemin-là, mais voilà, qu'est-ce qui t'a permis de sortir de tout ça? Il y a eu deux éléments clés. Le premier élément clé, c'était le moment où il a fallu choisir un travail de master à l'université sur lequel faire son mémoire. Et jour de présentation des thèses de doctorat, parce que pour faire notre mémoire, on devait rejoindre une thèse existante d'un doctorat. Puis il y a un thème sur les impasses en psychothérapie, un thème sur le couple et les aspects systémiques du couple. Enfin, deux, trois trucs plus ou moins intéressants. Et puis ben, au milieu de tout ça, il y a les expériences extraordinaires et la schizophrénie. Euh, Avec une certaine Dalila Spagnolo qui a l'air complètement perchée. Je me dis non, 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 je vais pas faire ça. Non, 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 c'est mort. Non, mais le couple, là, le truc, l'attachement, ça a l'air bien. Puis là, ça faisait vraiment toc, toc, Morgane, t'entends l'appel, s'il te plaît, maintenant tu arrêtes. On y va. Je fais, oh non, mais vraiment. Et en plus, bien sûr, que dans cette thèse, il y avait Pierre-Yves Brand. Bon, au final, je ne l'ai pas tellement rencontré, mais qui était un prof à l'université de Lausanne, qui m'avait énormément touchée. Euh, Plein de sagesse, qui enseignait notamment l'histoire des religions et la psychologie. Puis, voilà, quoi. Plein de signes qui me disaient vas-y, vas-y, vas-y. Et j'avais pas envie, j'avais pas du tout envie d'y aller. J'avais une énorme résistance à ça, mais bon. J'ai quand même écrit ma lettre de candidature et je me suis retrouvée à rencontrer Dalila Spagnolo dans la cafétéria de l'université de Fribourg. Puis quand je suis avec Dalila et qu'elle me dit, ah bah qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui t'intéresse, je sens tout mon corps qui tremble, la respiration qui a de la peine. J'ai même pleuré, je crois, je sais plus. Donc c'était très fort. L'appel était vraiment très fort de l'intérieur et ça t'a emmené en fait. On va approfondir un petit peu plus, hein. Qui est Morgane aujourd'hui? Alors, Morgane, aujourd'hui, elle est psychologue.
J'ai mon cabinet à Neuchâtel en tant qu'indépendante et puis à côté de ça, je propose des stages de tantra aussi. Dans ma pratique psychologique, je me focalise sur notamment l'accompagnement et l'intégration d'expériences psychédéliques en lien avec l'expérience que j'ai pu vivre, mais aussi sur les plans plus relationnels autour des thématiques comme le polyamour et l'émergence de modes relationnels alternatifs. J'accompagne également les personnes à haut potentiel euh, et je fais des accompagnements à la fois en tantra et en psychologie qui a une complémentarité que je trouve extrêmement riche. Si on peut aborder ces deux aspects-là, il y a souvent des très beaux résultats Ouais, qui c'est sont amenés. chouette. Ouais. C'est chouette. Donc, c'est vraiment l'intégration de tout ce parcours et de tout ce vécu. Donc, déjà, peut-être juste nous expliquer, parce que c'est vrai que nous, en France, il n'y a pas ces prises en charge thérapeutiques. Donc, toi, tu interviens après, en fait, hein, si j'ai bien compris, dans l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe en Suisse par rapport à ça? Mhm. Alors en Suisse, il y a la possibilité de prendre des psychédéliques accompagnés par des psychiatres et des psychologues. Ce n'est pas ce que moi je propose, mais ça existe en tout cas, afin de s'assurer un voyage le plus sécurisé possible et aussi d'optimiser l'intégration. Ça se fait généralement sur prescription pour des thématiques particulières, comme par exemple la dépression, des problèmes de sens existentiel, des thématiques en lien avec les schémas d'attachement. Il peut y avoir plein de raisons qui amènent ça, l'autisme aussi parfois. Donc effectivement, en Suisse, c'est institutionnalisé maintenant, cet accompagnement psychédélique, même si ça reste sur un plan expérimental et exploratoire. C'est pas encore très répandu, mais ça se fait. Moi, personnellement, dans ma pratique, c'est plutôt effectivement a posteriori des gens qui l'auraient fait par eux-mêmes et qui ont besoin d'intégrer un peu ce qui s'est ouvert pour eux lors de ces voyages et de structurer ces réalités parce que pour moi, le plus important quand on a une expérience psychédélique ou une expérience extraordinaire en règle générale, c'est comment je tire les enseignements nécessaires au monde de la matière. Ce que j'ai souvent pu observer, c'est la tendance à rester un peu dans ces mondes parallèles qui peuvent être très séduisants, très attractifs, mais où il y a des difficultés à faire les ponts ensuite avec le monde de la matière, et c'est vraiment le travail que je propose en thérapie. Hmm. Ouais, ouais, de donner du sens à ces expériences, finalement. Hmm. Exactement. Hmm. Ok, par rapport à tes expériences, euh, donc tu as aussi donc des expériences que tu as mis plusieurs années hein, à intégrer. Euh, donc toi, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton parcours personnel à intégrer tu nous avais parlé dans ton témoignage de finalement d'avoir choisi comme sujet de thèse les expériences extraordinaires versus pathologie schizophrénie. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça et comment toi, ça t'a permis d'avancer aussi dans ton chemin et finalement, maintenant, peut-être, oui, d'être un peu spécialisé dans ces domaines-là. Mhm, mhm. Oui, alors quand je vais commencer mon travail de master, l'idée c'était d'interroger une quinzaine d'expérienceurs ayant vécu toute forme d'expériences extraordinaires différentes pour recueillir leurs témoignages et pouvoir ensuite avoir une phénoménologie de l'expérience extraordinaire. Et donc, à travers ce travail, je me suis retrouvée avec le récit de personnes qui avaient des vécus tous aussi divers et variés les uns que les autres, que ce soit des phénomènes d'entente de voix ou des montées de Kundalini, ou des expériences de transe et de possession, ou des expériences avec des psychédéliques. Il y avait vraiment une grande diversité. Et en fait, ce qui a été déterminant pour moi, ça a été de voir à quel point chaque expérienceur s'appropriait son vécu selon ses termes. Parce que j'avais vraiment ce combat intérieur de, de l'école à choisir, de la voie philosophique qui allait donner du sens à l'expérience. Et à travers ce travail de mémoire, j'ai vu qu'on pouvait s'autoriser, en fait, simplement à écrire son propre récit narratif, qu'on n'était pas obligé de se soumettre à telle ou telle philosophie. Et pour moi, ça a été extrêmement inspirant de voir comment les gens faisaient des liens avec leur passé, avec ce ils avaient vécu, avec leurs valeurs, leur philosophie, et intégraient dans leur trame narrative cette expérience. Là où moi, elle venait plus comme un espèce de trou
qui créait un cratère dans ma trame narrative et où il y avait vraiment un besoin de retisser du sens et intégrer dans mon schéma narratif ces réalités que j'avais pu expérimenter. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très très intéressant, Mhm. ce côté-là où effectivement l'idée, c'est pas de coller à des concepts qui pourraient nous donner des explications, mais plutôt d'aller chercher en nous, finalement, ce que ces expériences ben, sont venues apporter dans nos vies, Ouais, finalement, et que finalement, peut-être que, et certainement même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que l'intégration, elle est très individuelle et tout à fait. collective en même temps, mais... Exactement, c'est tout à fait ça, ouais, ouais. Et justement, sur le plan collectif, la raison pour laquelle c'était intéressant de faire ce travail de mémoire sur la schizophrénie et les expériences extraordinaires, ce qui personnellement me tenait beaucoup à cœur. Un temps, on a failli axer uniquement sur les expériences extraordinaires et laisser la schizophrénie de côté. Mais la raison pour laquelle ça me tenait particulièrement à cœur, c'est qu'on a pu observer sur le plan de la phénoménologie des points très similaires entre pathologie schizophrène et expérience extraordinaire. Et je Est-ce trouve que tu peux important. développer un peu ça? Ouais, c'est intéressant. Ouais. Les différents aspects, par exemple, qu'on peut observer, c'est ben, typiquement un phénomène d'entente de voix. Qu'est-ce qui fait qu'un phénomène d'entente de voix est une hallucination auditive pathologique dans le cas de la schizophrénie ou une faculté extrasensorielle dans le cas de la médiumnité? Comment est-ce qu'on distingue un médium d'un schizophrène concrètement? Alors, il y a certains aspects concrets qui nous permettent de voir si on est sur un versant plus pathologique ou non. Par exemple, la durée de l'expérience, où on remarque souvent que chez les expérienceurs, c'est des durées relativement courtes, de quelques heures à quelques jours, alors que chez la schizophrénie, dans la schizophrénie, ça peut être beaucoup plus long. Mais par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une chamane qui s'appelle Corinne Sombrin, qui travaille dans les neurosciences, qui rentre très facilement en transe et qui a fait des IRM de ces états de transe. Et on a pu observer que les courbes de son IRM sont totalement similaires à un état psychotique en phase aiguë. La différence, c'est qu'elle, elle choisit quand elle y entre et quand elle y sort. Et elle a été accompagnée par des chamans professionnels en Mongolie qui lui ont donné des clés et des outils. Alors que nous, les schizophrènes, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va les enfermer, on va leur donner des antipsychotiques qui vont complètement anesthésier ces facultés-là, donc ils vont encore moins comprendre. Et tout l'enjeu, c'est de distinguer qu'est-ce qui fait partie de ce plan de la matière 3D qu'on partage tous communément, qu'est-ce qui fait partie de ces mondes plus subtils et invisibles. Là où le médium connaît et sait distinguer ces différents mondes, le schizophrène, il a juste pas les outils et notre société ne les lui donne pas, ce qui fait que c'est encore plus désorganisé. Puis typiquement, discours désorganisé, c'est une des caractéristiques de la schizophrénie, où on va simplement pathologiser, stigmatiser alors que si on pouvait offrir un accompagnement un peu plus adéquat pour que ces personnes puissent s'approprier cette sensibilité, on aurait des personnes beaucoup plus épanouies qui seraient aussi au service de la société, parce qu'il ne faut pas oublier que les chamans dans les sociétés indigènes, c'est les médecins de nos sociétés. Donc ils ont des places de choix, alors que nous, c'est des places stigmatisées, mises à l'écart, discriminées. Et c'est honteux, je trouve, en fait, de discriminer des personnes sur des facultés extrasensorielles qu'ils auraient. Hmm. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vrai que je me suis aussi beaucoup questionnée par rapport à ça. Et je sais que toi, enfin, j'ai vu sur ton site internet que tu avais aussi travaillé avec des jeunes patients psychotiques dans ton parcours, hein. Donc, probablement qu'il y a aussi cette sensibilité qui est là. Mhm, mhm. Ouais. Euh, J'avais un oncle schizophrène, j'ai des amis schizophrènes, donc c'est vrai que la schizophrénie est une thématique. Et moi-même, ayant flirté un peu avec les notions existentielles, j'ai pu toucher parfois au harcèlement du moi, ce qui fait que c'est effectivement un thème qui m'est cher. Ouais. hum, hum. Mhm, Donc ça t'a permis. Et dans un deuxième temps, tu nous avais raconté aussi qu'il y avait la découverte du tantra qui t'a mhm, aussi et que tu utilises maintenant aussi dans tes mhm. accompagnements. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Ouais, avec plaisir. Donc, pour rappel, moi, j'avais vécu une expérience de transe et de possession où tout à coup, j'étais une sorcière en train de brûler sur un bûcher et Morgane n'existait plus.
et j'ai eu extrêmement de peine à donner du sens à cette expérience-là. Je ne savais pas ce que ça racontait, ce que ça voulait dire, et surtout à cette énergie. Au-delà du sens, c'est la canalisation de l'énergie vitale en moi. Parce que là, ça a été une expérience paroxystique que j'ai vécue, mais par la suite, ça s'est répété, pas de manière aussi forte, mais où je sentais dans mon corps une énergie extrêmement forte qui me prenait, qui me donnait des visions, qui me faisait vivre des états modifiés de conscience, mais où je ne comprenais pas en fait ce qu'elle racontait. Et la société moderne ne me donnait absolument pas de clé de compréhension. Quand on regarde la sexualité aujourd'hui, c'est très consumériste, axé sur le plaisir et performatif. On ne parle pas du tout de tous les aspects modifiés de conscience qui peuvent être induits par la sexualité, des aspects aussi très thérapeutiques ou destructeurs, selon comment cette énergie-là est canalisée. Et dans la voie du tantra, pour le coup, j'ai pu trouver des clés de compréhension, de lecture et de structure de mon énergie vitale pour, typiquement, comme je disais, par rapport à la schizophrénie et à l'expérience extraordinaire, pour apprendre à canaliser ça et distinguer ce qui appartient à ces mondes plus subtils et ce qui appartient à ce monde de la matière et comment je crée des ponts entre ces différents mondes-là. Donc, canalisation de l'énergie vitale, travail sur les chakras, connexion à l'autre, connexion à soi, connexion au collectif et au divin. Euh, la voie tantrique m'a amené énormément de clés pour canaliser tout ça et je suis très honorée aujourd'hui de pouvoir la transmettre aussi et accompagner avec ces outils qui, à titre personnel, ont changé ma vie. C'est ce qui m'a le plus aidé sur tout mon parcours, je dirais. Là où les psychédéliques ont été très confrontants pour moi, ça ne m'a pas du tout aidé, les psychédéliques. C'est une expérience chamanique, donc ce qui veut dire que ça ouvre la conscience à autre chose. Mais ouvrir la conscience, en fait, il faut être très prudent parce qu'on n'y est pas tous prêts. Et ça peut être extrêmement violent et extrêmement difficile d'expandre sa conscience. Là où le tantra a été une voie beaucoup plus douce, puisque endogène, pas provoquée par une substance extérieure, c'est moi qui allais à mon rythme, avec mes ressources intérieures, selon mes limites, m'expandre petit à petit et intégrer ces expériences qui avaient été un trop-plein d'informations par le passé, et pouvoir petit à petit leur donner du sens et composer avec dans ma réalité. Mmh, mmh. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et du coup, dans ta clientèle, est-ce que tu as aussi, parce que finalement, il y a plusieurs aspects. On peut avoir euh, des expérienceurs qui ont des expériences spontanées et qui ne comprennent rien et à qui ça bouleverse leur réalité. On peut avoir aussi des personnes avec une structure psychologique plus délicate, avec peut-être même déjà des diagnostics médicaux, même si j'aime pas les étiquettes, hein, mais voilà, et qui vivent aussi des états de conscience modifiés. Hein, et je crois que c'est vraiment ça qui manque dans nos parcours. Je dirais moi dans ma formation d'infirmière en santé mentale, mais toi dans ta formation, en fait, on est, j'allais dire formaté. Mhm, totalement. Dans nos enseignements, Mhm, on a des enseignements très matérialistes et pas du mhm. tout ouverts à ces mondes subtils. Pas du tout. Euh, Très et, et matérialiste. est-ce qu'en Suisse, vous avez déjà un petit peu, vous avez quand même un petit peu une ouverture ou pas du tout par rapport à ça? Non, moi en tout cas dans mon parcours académique, l'ouverture que j'ai eue, c'est uniquement grâce à ce mémoire. Mais à côté du mémoire, on n'a absolument pas traité de ces thématiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer dans le DSM-5, par exemple, qui est le diagnostic de référence pour le manuel de référence pour les diagnostics de pathologie mentale. Et tout à la fin, on a un tout petit onglet qui s'appelle crise d'émergence spirituelle, qui fait 3 lignes que personne ne connaît dans tous les professionnels de la santé et qui nomme la possibilité éventuelle qu'une personne puisse être chamboulée par une expérience spirituelle qu'elle aurait de la peine à intégrer. Mais fort probablement qu'elle est plutôt schizophrène, bipolaire, borderline ou quelque chose de cet ordre-là, parce que ça, c'est pas trop ce qu'on en Hmm. fait, quoi. Ouais, ouais, donc c'est cette catégorie qui différencie finalement de l'expérience pathologique de la non pathologique.
Mais de nouveau, pour moi, en fait, il ne s'agit pas de différencier. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus une question de continuum. Et comme tu l'as dit, en fait, on est dans une société matérialiste qui elle-même n'est pas prête. Et je peux la comprendre. C'est exactement ce que j'ai traversé au final, tu vois, où moi-même, j'étais dans ce rejet. Tout me montrait et me disait, Morgane, il faut t'actualiser, il faut que tu t'ouvres à d'autres réalités. Je dis, non, 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 je ne veux absolument pas. Moi, je suis bien dans mon cocon de sécurité matérialiste, nihiliste et absurde. Ça fait du sens. Je veux pas bouger de là. Et c'est normal, c'est humain. Mais la société, sur ce plan-là, est très immature encore et il va falloir toquer à la porte un peu plus fort. Et pour ça, je te remercie, Audrey, de participer à cette émergence du toquage de porte. Mais oui, Pour que petit à petit, on entende qu'il y a vraiment la nécessité de reconfigurer nos paradigmes de compréhension sur les plans spirituels, existentiels, et qu'on ne peut plus continuer juste sur ce plan matérialiste. On passe à côté de beaucoup trop de choses. Et on fait du mal aux personnes qui ont cette sensibilité et qui ne comprennent pas ce qu'elles bien traversent. sûr, bien sûr. Et encore là, bien au-delà des étiquettes, qu'elles soient d'un côté et de l'autre, c'est complètement inégal. C'est surtout finalement de répondre à une demande d'accompagnement au plus juste C'est de ça, l'expérience qui se vit c'est pour ça. intégrer tout ça Mhm. finalement, que ce soit pathologique, pas pathologique, à la limite c'est égal. Mhm, exactement. Et en ça, je pense qu'on a vraiment à redescendre de notre piédestal. Moi, dans mon approche, je rejoins plutôt Rogers, Carl Rogers, qui avait comme idée que le patient est l'expert de sa vie et que nous, on n'est que là pour l'accompagner, en fait. Là où les thérapeutes, les médecins et tout ce milieu institutionnel a cette tendance à s'ériger comme la grande personne toute sachante et qui va justement catégoriser, mettre telle personne dans telle boîte pour asseoir sa compréhension et ainsi ses certitudes. Et il y a une humilité qui est hyper importante à retrouver et donner en fait la confiance à l'individu de s'individuer, comme dit Jung, trouver l'individuation, devenir pleinement soi-même. Et ça, on ne peut que le faire nous-mêmes. Personne ne peut le faire pour nous, on ne peut pas le faire pour autrui. Donc ouais, effectivement, retrouver cette autodétermination et cette intégrité et pouvoir accompagner là-dedans avec humilité, ça me semble fondamental. Je te remercie beaucoup, 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 Morgane, voilà, de ce temps que tu nous as consacré. Merci à toi. Ben, peut-être à tout bientôt. Avec grand plaisir. Merci Audrey. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.